mode Zumba ce matin. Bonjour, bienvenue à tous. On va parler, à votre avis, de quoi ? Eh bien, de sport ce matin. On va commencer avec Monsieur Karl Brozek, ici présent. Monsieur Karl pour les intimes, c'est ça ? Oui, monsieur. Non, juste monsieur. Monsieur, voilà. très bien. On parlera de quoi en philo ? Parce qu'on ne voit pas tout à fait le rapport pour l'instant. Sport Oui, et c'est philo. vrai. Sport et philosophie, en fait, le sport a eu une influence assez inattendue sur la philosophie stoïcienne, notamment. Non. Et c'est ce qu'on va découvrir à travers la rubrique philo. On a hâte de voir ça. Bon, sport, toujours avec vous, Justine, mais sous l'angle de la mode. Exactement, on va parler tendance sport chic. Parfait, on a hâte de voir ça. Alors ça tombe bien, parce que ce matin, nous nous intéressons au e-sport. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est encore que ça ? Le sport électronique, les amis, c'est fait de compétition de jeux vidéo. Officiellement, il a été reconnu en France comme un sport et il compte de plus en plus d'adeptes. Nous ferons le point avec Alexane, la représentante d'une association brestoise de sport électronique. Des jeux en ligne qui, vous le savez, soulèvent un débat récurrent, la place des écrans chez les jeunes et les enfants. À quelle dose, avantages et inconvénients ? Eh bien, Farah Unger, consultante en parentalité à Quimper, nous apportera son éclairage et vous le verrez, il est loin d'être manichéen. Et puis quelques jours après les commémorations du 11 novembre, Fabien Lostec nous commentera une archivina qui pose justement la question du devoir de mémoire après la Première Guerre mondiale via un monument aux morts du Morbihan érigé en 1987, soit presque 70 ans après la fin du conflit. Enfin, comme chaque mercredi, Billy est allé à la rencontre d'une association bretonne. Ce matin, il nous fera découvrir le comité de Bretagne de bridge. Voilà, une autre forme de sport, mais un peu plus posée. Je vous le disais, bienvenue à tous. On va parler de sport ce matin. Alors avant de mettre en pratique, eh bien, on va tout de suite regarder une petite introduction en images. Tu devrais aller faire du sport plutôt que de jouer aux jeux vidéo. Justement, je fais du e-sport. Et oui, la compétition de jeux vidéo, seule ou en équipe, a été officiellement reconnue en France comme un sport. On appelle ça le e-sport, le sport électronique. Et ça fait un carton. Il y aurait aujourd'hui dans notre pays près d'1 million de pratiquants et plus de 5 millions de spectateurs. Si le e-sport a commencé il y a une petite dizaine d'années dans de modestes cybercafés, aujourd'hui les compétitions ont lieu dans des stades qui peuvent recevoir 70 000 spectateurs. Sans compter ceux, partout dans le monde, qui sont derrière leur ordinateur ou leur télé. La grande finale de League of Legends, en novembre prochain à Paris, devrait rassembler pas moins de 100 millions de fans. Question e-sport, la France se débrouille pas mal. Elle se place au 4e rang mondial du nombre de joueurs professionnels, derrière les États-Unis, la Corée du Sud et la Chine. Des gamers pros qui peuvent gagner des millions de dollars en un tournoi. Alors, le e-sport ira-t-il aux Jeux Olympiques de 2024 ? La question n'est toujours pas tranchée. Les contre trouvent les jeux vidéo pas assez physiques et trop violents, tandis que les pour mettent en avant les qualités sportives requises. Concentration, réflexe et envie de se dépasser. Question débat, va y avoir du sport. Eh ben voilà, game over. Mais game over, non, pas du tout, parce qu'on va commencer à en parler justement et à aller plus loin avec vous, Alexane Dwigu Majunda. J'ai réussi à le dire, c'est pas mal. Hein. Vous êtes en charge des partenariats de Brest Association Sport Électronique. La base, oui. La base, c'est plus simple, effectivement. Une petite réaction à ce qui vient d'être dit là dans notre reportage. Oui, alors du coup, comme c'était dit dimanche, il y aura la finale de League of Legends qui aura lieu à Paris. Les autres manches sont déroulées à Madrid et je ne sais plus exactement où autrement. Et donc, c'est énormément de spectateurs, c'est 70 000 spectateurs environ, à 45 € la place pour environ 45 minutes de jeu. Et toutes les places sont parties en l'espace de même pas 10 minutes, partout dans le monde. La partie, c'est en tout et pour tout 45 minutes, c'est-à-dire la moitié d'un match de foot. Alors, c'est variable, en fait, sur League of Legends. C'est une moyenne, 45 minutes. Ça peut, des fois, passer en dessous de 30 minutes. Et là, c'est qu'il y a des équipes qui s'est très mal comportées ou qui a eu beaucoup de mal dans sa partie, voire même jusqu'à 1h30 des fois. Mais du coup, on fait 45 minutes, c'est une moyenne. Donc, c'est un rapport qu'on fait et du coup, c'est parti en fait beaucoup plus vite, les places, que les places pour Céline Dion au Charru, en fait. Donc, il suffit de faire jouer Céline Dion sur League of Legends et là, tu fais le... Et là, vous explosez tous les compteurs. Alors, on a compris, il y a un engouement incroyable. Est-ce qu'il y a des jeux moteurs aujourd'hui, vraiment ?
Oui. Alors, on parlait de League of Legends, donc évidemment, je développerai un peu plus tard. Et donc, il y a Hearthstone, il y a Counter-Strike, il y a beaucoup de jeux, en fait, qui sont très... qui ont beaucoup d'ampleur. League of Legends, c'est un jeu un peu stratégique. Il faut être... Totalement. En fait, déjà, l'avènement des jeux vidéo ont commencé début 2010. Donc, c'est assez jeune. Et League of Legends fête ses 10 ans cette année, d'ailleurs. Donc, c'est un jeu, en fait, donc c'est 5 joueurs contre 5 joueurs, qui demande beaucoup de réactivité, beaucoup de compétences, en fait. Il faut du sang-froid, il faut de l'endurance, il faut être concentré, il faut avoir un bon esprit d'équipe. Donc, c'est pas évident et c'est pas à la portée de tous. On parle d'une LAN. Qu'est-ce que c'est exactement une LAN? Parce que c'est un peu le jargon du e-sport. Alors, LAN, ça va pour Local Area Network. Donc, en fait, à la base, c'était un réseau qui se mettait en place entre joueurs, donc un réseau hors Internet, pour jouer ensemble. Aujourd'hui, il y a très très peu de jeux qui ne passent plus par Internet. Donc, peu importe que le jeu et peu importe que ce soit sur console ou ordinateur, on fait des LAN parties. D'accord. Voilà. Donc LAN party, je traduis pour les parents comme moi qui sont un peu largués, c'est quand votre enfant est tout seul dans sa chambre et se marre tout seul toute la nuit. C'est ça. Avec la traduction concrète. Un micro. C'est ça. Avec un casque et un micro, très important. Est-ce que l'e-sport connaît un véritable engouement, un véritable essor en Bretagne aussi? Alors oui, surtout que moi je vais surtout parler de Brest, vu que je connais surtout le domaine de Brest sur le e-sport. Donc il y a 5 ans, à Brest, il n'y avait rien. Concernant les jeux vidéo de manière générale, il n'y avait rien. Depuis, sur ces 5 dernières années, s'est développé à la fac de sciences de Brest l'Hobbylan, donc créé par une association qui s'appelle Hobby-One. C'est les copains, on fait bisous. Bisous alors les copains. Et du coup, et nous on s'est développé également la base en créant un festival de jeux vidéo, donc la Press to Play. Donc la 4e édition aura lieu les 4 et 5 avril prochains. C'est impressionnant là quand même. Vous êtes combien de joueurs là dans, justement, dans cet événement? En fait, il y a environ 250 joueurs, mais ça c'est seulement une partie de notre événement. D'accord. En fait, comment notre événement est découpé en 2 parties, donc effectivement, il y a donc le tournoi, 250 joueurs, mais sauf qu'on met en avant surtout la démocratisation du jeu vidéo. C'est-à-dire que on met en place des bornes d'arcade, des ordinateurs, des consoles de tout genre, que ça va de la GameCube à la console dernier cri, Switch, réalité virtuelle, en libre accès à tout le monde gratuitement. D'accord. Donc on a environ 8000 personnes qui viennent sur l'événement. Alors, il y a l'équivalent un petit peu à Rennes, ça s'appelle InSalan. Ça aura lieu les 16 et 17 février. On sent cet engouement. Est-ce qu'il y a une différence entre les LAN amateurs et les grosses sociétés privées? Parce que ce n'est pas encore tout à fait pareil. Vous avez du mal à trouver. Alors, vous êtes en charge des partenariats. Oui, donc, oui. En fait, les grosses sociétés privées n'ont pas de mal à se financer puisque... Justement, elles s'autofinancent, autofinancent leurs événements. Ce n'est pas le cas d'associations qui créent en fait, des événements comme celui de la Press to Play. Et ce n'est pas évident en fait, de louer des locaux comme ça, de faire venir des bornes, beaucoup d'ordinateurs très puissants. Et donc, ça représente un énorme budget, sachant que notre événement est gratuit. Donc, alors, puisqu'on parle d'argent, Alexandre, on va tout de suite écouter la question de Clément. Bonjour, je m'appelle Clément et j'ai une question sur l'e-sport. Je voulais savoir s'il était possible de gagner de l'argent quand on n'est pas un pro gamer. Alors, un pro gamer, un joueur professionnel, c'est ça. Voilà, réponse à la question. Comment est-ce qu'on fait? Alors, c'est possible, c'est tu très vas rare. bosser. Tu te sors un petit peu de ton ordi et tu vas bosser, mon gars. Mais il bosse sur son ordi. C'est possible, ça. C'est possible également. Exactement. C'est possible via des platemmes telles que YouTube et Twitch. En fait, via tout ce qui peut être pub, abonnement, des choses comme ça, en fait. Ils gagnent de l'argent grâce aux pubs, en fait. Voilà, exactement. En diffusant des vidéos de eux en train de jouer. Ils peuvent gagner de l'argent. Ou en commentant les parties de d'autres joueurs, ça se fait aussi. C'est plus rare. Par contre, ceux qui réussissent, c'est une minorité. Tellement il y a de contenu, c'est compliqué de se faire une place
parmi tous ces Oui, d'autant que je YouTube. crois que c'est très facile de mettre sa propre vidéo sur YouTube, même si on a 11 ans et demi et qu'on ne raconte pas des trucs transcendants non plus. Donc c'est vrai qu'il y a tellement une profusion de ces vidéos à qui faire confiance. Oui, vraiment, ouais. C'est très très simple. Il y a des joueurs professionnels qui sont, par exemple, aussi célèbres que les joueurs de la NBA en basket, quoi. Enfin, vraiment, c'est... Oui. Et puis les joueurs professionnels, donc bon, ils gagnent pas des salaires aussi démentiels que ceux de la NBA ou en foot ou quoi. Par contre, effectivement, ils ont des contrats, ils ont beaucoup de personnes autour d'eux, ils ont des remplaçants, ils ont des kinés. Il y a beaucoup de suivi autour d'eux, puisque c'est très très stressant. Pendant 45 minutes, il faut être au top de sa forme. Vraiment au taquet. Et au taquet. On a du mal à imaginer la rapidité qui est nécessaire pour jouer à ce type de jeu. Peut-être qu'on peut voir une vidéo, là, et c'est impressionnant. On dit, mais la vitesse des doigts... Oui, puis il ne faut pas se tromper. Hein. Si on tape sur la mauvaise touche, c'est très compliqué après. C'est impressionnant. Vous connaissez un joueur Oui, effectivement. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un ami qui, durant la période du lycée, passait beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo, et donc c'était un peu comme Karl, les parents étaient très inquiets, et finalement, après le bac, il s'est lancé dans les jeux vidéo à plein temps, et il est aujourd'hui joueur professionnel, ce qui implique des déplacements. Il a été à Londres, à Paris, il en vit actuellement. Pour combien de temps, c'est un peu la question, mais en tout cas, pour l'instant, il gagne sa vie grâce à ça. Et sur l'engouement, moi, je rebondirais parce que l'engouement, on le sent, ça peut paraître assez surprenant, mais dans les études historiques, il y a de plus en plus d'historiens qui travaillent sur le jeu vidéo, puisque les jeux vidéo reprennent finalement des périodes historiques, comme la Révolution française, les guerres mondiales, etc. Notamment Assassin's Creed, ce genre de choses. Exactement, oui. Voilà. Avec Civilisation, Assassin's Creed, c'est de très bons jeux pour que ce soit géographie ou histoire pour apprendre. Et donc, les historiens essayent d'analyser la façon dont les jeux vidéo se saisissent suffisamment de l'histoire, transforment, corrigent ou retranscrivent des choses réelles. Alors ça nous amène tout naturellement à nous tourner vers vous, vous prenez beaucoup de notes depuis le début de l'émission, ça vous passionne. Vous êtes consultante en parentalité à Quimper et membre du réseau Parentalité Créative. Est-ce que c'est une discussion qui revient très souvent avec les parents, ces questions de jeux en ligne? Il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de... Absolument, oui, c'est un sujet complètement anxiogène pour les parents. Donc c'est des discussions qui reviennent, que ce soit en atelier ou avec les amis, fréquemment dans les soirées. Donc comment on se positionne. Et moi, je pense qu'on manque surtout, les parents manquent un peu d'informations, d'autant plus que, on va plutôt laisser l'enfant se débrouiller, jouer à ces jeux. Mais finalement, quand on regarde de beaucoup plus près, il se passe des choses très intéressantes. Donc là où on pense qu'il y a de l'addiction, en fait, c'est plutôt c'est de la passion qui se développe. Alors pour ces jeux, on l'a vu, le jeune tout à l'heure, pour développer tous ces réflexes, il faut passer beaucoup de temps. Donc les jeux vidéo sont chronophages, en effet, mais pour acquérir les compétences, pour monter dans les niveaux, etc. Et donc c'est ça qui est très passionnant, qui prend toute l'attention des enfants. Mais, alors vous dites aussi que les parents ont un côté un peu schizophrène, entre triple guillemets, un peu double, parce qu'en même temps ça les inquiète et en même temps ça les rassure de savoir leur ado dans la chambre, à la maison, dans le cocon. Oui, absolument. C'est-à-dire que les jeux vidéo à l'heure actuelle, c'est l'endroit, c'est le lieu, comme ça se passe dans la chambre ou dans le salon, c'est un lieu sécure, on va dire, où les enfants, les ados peuvent expérimenter des jeux librement. Ça vient remplacer un petit peu les jeux libres que nous avions peut-être dans notre enfance, à l'extérieur, dans la rue, sur les terrains vagues, des choses. Aujourd'hui, aller parler d'un terrain vague à un parent, je crois qu'on serait hyper inquiet. Non, mais c'est vrai. Donc donc aujourd'hui, en effet, il y a un positionnement qui est compliqué, une ambivalence entre est-ce que je laisse mon enfant, là je vais pouvoir souffler, je vais préparer le dîner, un moment qui est un peu tendu, 18-20, pendant que je prépare le dîner, je vais le récupérer après, on va manger. Ou est-ce que je stoppe ça? Est-ce qu'il est en train de s'abrutir, etc. Alors, c'est la question de l'abrutissement. J'ai un fils de 17 ans et je me pose encore la question, est-ce que ça le rend bête ou est-ce que... Pas tellement, en fait. Non, je pense pas plus que son père, en tout cas. C'est marrant parce qu'il y a vraiment une différence entre les études, les recommandations même, quand on s'intéresse vraiment aux personnes qui jouent, aux gamers et voilà. Donc non, au contraire, en fait, on sait aujourd'hui que ça développe des compétences cognitives, des réflexes, des compétences psychosociales. On a vu la géographie et l'histoire.
Et puis une gestion de projet, un mode collaboratif. La concentration. La concentration. Le défi, le fait d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Il y a des joueurs qui jouent en plateau, on a vu. Alors, c'est pas du tout... On ne s'isole pas. Il y a des gens des enfants, des ados qui se retrouvent à jouer sur des plateaux en équipe. Ils gèrent carrément des constructions, des projets ensemble. Alexandre, vous confirmez, hein. Oui, totalement. Il y a plein de manières de jouer et de jouer ensemble. Voilà. Et les jeux vidéo est un très bon moyen, un très bon vecteur de partager. De partage et de résolution de conflits aussi. Ah aussi. Ouais, effectivement. Alors justement, comment poser des limites s'il y a besoin d'en poser ça devient dangereux à partir de combien d'heures ou je sais pas. Enfin, il y a bien une limite. Mais c'est pas aussi simple que ça. On ne peut pas limiter les choses comme ça en fait. Non, en fait, on n'arrive pas aujourd'hui. J'ai été voir un petit peu les sites qui s'occupent, qui s'intéressent à la question, qui sont même spécialisés et même des médecins. On ne peut pas définir une dose limite. En fait, c'est très compliqué. Donc, tout dépend de la culture familiale, en fait, moi, j'ai envie de dire. Où sont vos limites à vous en tant que parents? Où sont les limites de l'enfant aussi? Parfois, elles sont plus loin. Enfin, un enfant est capable de se concentrer longtemps sur un jeu. Vraiment, il se développe avec ça. Il y a des jeux... Vraiment, l'univers du jeu vidéo est très varié, très riche. Donc, il y a d'énormes différences entre jouer à Minecraft ou à Fortnite, voilà, par exemple. Donc c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, voilà. Donc et si on veut limiter, peut-être un peu, on fait comment? Bien sûr. On propose un contrat. Oui, alors discuter positivement toujours, communiquer beaucoup, ne pas perdre le lien avec l'enfant ou l'adolescent. Donc essayer de s'intéresser au contenu des jeux et on apprend plein de choses. Hein. Voilà. Moi, je suis pas joueuse, mais de temps en temps, je joue quand même avec mes enfants. J'essaie de, Voilà, tes enfants, ils me préparent des jeux où je gagne tout le temps. Ils sont sympas. Sur Mario. C'est le retour de Mario. Oui, c'est chouette. Vous mettez un minuteur en place? Alors ça peut faire quand ils étaient plus jeunes, ou même c'est ce que je préconise bien sûr dans les ateliers, c'est de poser un minuteur pour les enfants jeunes. Beaucoup discuter parce qu'ils n'ont pas la notion du temps, c'est très compliqué. Voilà. Ensuite, on peut toujours proposer à un enfant à qui on propose une sortie ou une activité intéressante, ils sont toujours prêts à y aller à l'âge de 5 ans, 6, 7. À partir de 9 ans, 10, 11, il faut proposer un truc qui soit dans leur centre d'intérêt vraiment, parce qu'on peut essuyer un refus. Mais voilà. Et puis on prévient à l'avance si on coupe par exemple la connexion Internet. On prévient, on peut dire voilà, on se met des rituels, des routines en place, un programme plus ou moins, et surtout rester souple. Parce que en tout cas, quand on enlève un peu l'anxiété, on devient un peu plus souple avec ça et on observe différemment l'enfant. Voilà. Et ne pas trop peut-être critiquer cette pratique chez l'enfant parce que ça le dévalorise. Absolument, en fait. C'est-à-dire le traité d'addict, de geek, voilà. Donc maintenant, ça donne une image négative de soi, surtout qu'eux vivent quelque chose de très passionnel et positif, dans lequel ils s'investissent énormément. Ils voient tout ce qu'ils apprennent et ils ne comprennent pas que on leur colle une étiquette, une image négative. Et voilà. Donc, et si on veut aller plus loin sur ce sujet, eh bien, on peut suivre un cycle d'ateliers que vous proposez, Vivre et grandir ensemble. Oui, qui a été créé par Catherine Dumontet-Crémer. Voilà, donc j'anime. Ça commence le 22 novembre à Quimper. Et donc, il y a 8 séances, en effet. C'est un cycle. Et la séance numéro 3, on aborde donc le jeu et ces questions de jeux vidéo. Voilà. Très bien. Et puis, si on veut en savoir plus, eh bien, on va sur votre site internet. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a découvert cet univers du e-sport qui est, ma foi, assez passionnant. Fabien, on va se tourner vers vous. Vous n'êtes pas peut-être un adepte de e-sport, mais en tout cas, vous êtes un adepte de l'histoire, et ça, c'est certain. Il y a quelques jours, nous commémorions le 11 novembre. Donc aujourd'hui, vous avez choisi de vous intéresser à une archive sur la mémoire de la Première Guerre mondiale. Effectivement, une archive sur la question des monuments aux morts. Nous allons donc observer une archive tournée à Cournon, dans le Morbihan, où un monument aux morts a été inauguré en 1987, donc presque 70 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. On va regarder tout de suite cette archive INA de 1987. Quel bel hommage, donc, nous allons rendre, même 70 ans après, à tous ces glorieux combattants tombés au champ d'honneur. Puissent ces valeureux poilus et les autres combattants de 39-45 et AFN, ayant également fait le don de leur personne à la patrie, nous entendre dans leur tombe. Monsieur Sorel, là, vous me lisiez votre discours pour le 11 novembre, là?
c'est ça? Quelle drôle d'idée quand même de faire un monument aux morts 70 ans après la guerre. Ben oui, bien sûr, mais vous savez, au calendrier des héros, les années ne comptent pas. Au calendrier des héros, les années ne comptent pas. Je pense que nous, on a voulu se mettre au diapason et combler cette lacune. On a cassé les tirelires, j'ai tiré les sonnettes, j'ai réussi à avoir des subventions. Et je pense que même s'il y avait quelques personnes à ne pas être tellement d'accord au départ sur le projet, ils seront très fiers après, lorsqu'ils vont passer dans notre bourg, de repérer sur ce monument, sur cette quarantaine de glorieux disparus, de retrouver le nom de leur oncle, de leur père, de leur grand-père. Et pour moi, ça, c'était symbolique, mais je voulais absolument que sur cette place du village qu'ils aimaient tant, eh bien, tous ces disparus aient leur nom gravé dans la pierre de chez eux. Mais comment vous faisiez avant? Bien avant, c'est-à-dire que nous commémorions quand même le 8 mai et le 11 novembre toutes les cérémonies officielles. Alors ça se passait avec une délégation d'anciens combattants et nous rentrions uniquement dans l'église, mais en partant de la mairie. Et on se réunissait avant à la mairie, avant la messe, avant l'office. Et alors, on venait à la mairie avec la gerbe et on faisait la minute de silence dans la plaque, ici, dans l'église, quoi. Mais les non-croyants voulaient rentrer dans l'église? Ah, ben justement, le problème est venu un peu de là. On ne peut pas contraindre, nous, dans toute une équipe, je dis pas municipale, mais même communale, quoi, impérativement, d'assister à une cérémonie comme celle-là dans une église. Alors, pour nous, c'est un événement quand même, je ne veux pas dire historique, mais c'est un événement qui marquera quand même dans les annales de la commune. Et pour cause, on comprend. Une archive vraiment assez surprenante, hein, parce que c'est quand même la construction de ce monument est assez tardive. Très tardive, car la plupart des monuments érigés en Bretagne le sont dans la foulée de la Première Guerre mondiale, 1919 au milieu des années 20 en fait. La Grande Guerre entre alors dans l'ère de la commémoration et de la mémoire. Alors le manque de ressources et la pression des habitants pour faire vite amènent finalement à construire des monuments relativement simples. Il suffit de regarder autour de nous en Bretagne, ce sont souvent des stèles, des obélisques assez sobres. Alors ces monuments, il faut le rappeler, sont là pour rendre hommage aux morts de la commune, bien sûr. Et en tout et pour tout, en Bretagne, on compte 135 à 140 000 morts bretons lors du premier conflit mondial. C'est-à-dire 22% des mobilisés bretons tués entre 14 et 18, contre seulement 17% des soldats français, à l'échelle donc nationale. Donc on a payé un plus lourd tribut. Voilà, il y a une surmortalité en Bretagne, alors qui ne s'explique pas par un quelconque sacrifice de la Bretagne par la République française, comme l'ont longtemps affirmé les autonomistes, qui évoquaient quant à eux 240 000 à 250 000 morts. Donc, des chiffres qui ont été gonflés. Il y a bien 135 000 à 140 000 morts bretons. C'est déjà beaucoup. Qui s'explique principalement par la forte part des ruraux. Les ruraux étaient versés dans l'infanterie, alors que certains ouvriers étaient versés dans des usines, et bien sûr plus à l'abri, finalement. Et surtout de la structure démographique de la région, puisqu'en Bretagne, on a une forte fécondité jusqu'à la fin du 19e, et finalement, plus d'hommes à fournir, donc mathématiquement, plus de morts également. Alors, il faut souligner que ces monuments sont aussi là pour pallier l'absence de corps. Car si les familles bretonnes peuvent réclamer le corps au lendemain de la Première Guerre mondiale, la procédure est en fait assez lourde et assez coûteuse. Donc peu de familles peuvent en réalité le faire. Et donc c'est un véritable choc culturel dans une Bretagne catholique où le rite des funérailles est très important. Oui, bien sûr. Alors, il y a l'importance de la religion également dans notre région, qui influe également sur le choix du site et la forme des monuments aux morts. Exactement, car le soldat mort durant la Grande Guerre n'est pas un défunt comme les autres. La sphère publique et la sphère privée se partagent son souvenir, car le poilu mort est à la fois un mort pour la France, un mort justement de la communauté des poilus qui sont représentés par les associations d'anciens combattants au lendemain du conflit, mais aussi, et c'est sans doute plus spécifique à la Bretagne, un membre de la communauté catholique. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs le rôle joué par l'Église dans l'inauguration et la construction du monument aux morts de Sainte-Anne-d'Auray, dédié à tous les Bretons, qu'on voit à l'arrière-plan, à tous les Bretons morts durant le premier conflit mondial, et qui a été inauguré par l'évêque de Quimper, Monseigneur du Parc, après de longues discussions et conflits entre laïcs et catholiques, il faut bien le dire. Il suffit aussi de regarder les monuments bretons qui portent souvent une croix latine, contrairement à d'autres monuments dans d'autres régions. Et enfin, il faut noter que beaucoup de monuments en Bretagne sont édifiés près de l'église ou dans un cimetière.
Deux chiffres, 76% des monuments bretons sont accolés à une église, contre par exemple seulement 46% dans les Bouches-du-Rhône. Donc ça laisse montrer l'importance de la religion en Bretagne. Alors, on entend effectivement le maire de Cournon évoquer cette question des croyances. Oui, il se pose finalement des questions qui se posaient déjà au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire ces monuments sont-ils là pour commémorer les soldats morts, tous les combattants, toutes les victimes de la guerre, ou plutôt au moment où il parle de toutes les guerres du XXe siècle? Bien, en fait, dans les années 80, au moment où il parle, plusieurs facteurs se conjuguent pour expliquer le besoin de monuments. Il y a déjà la mort progressive des poilus, qui remettent en quelque sorte la Grande Guerre au cœur du débat. Mais il y a aussi, si vous me permettez l'expression, une sorte de marché commémoratif, c'est-à-dire que les anciens de 39-45, mais aussi les anciens de l'Algérie, demandent des monuments pour leur mort à eux, entre guillemets. Et donc, ils demandent soit à ce que ces noms soient ajoutés sur le monument de 14-18, ou soit à construire des monuments dans les communes comme Cournon, où il n'y a pas de monument jusqu'ici. Alors, c'est quelques cas, à la fin du XXe siècle, il y a juste quelques dizaines de communes qui n'ont pas de monument. Mais le cas de Cournon, s'il est rare, n'est pas tout de même... c'est pas la dernière commune à créer son monument aux morts. On peut parler par exemple de Saint-Jean-Cardaniel, ça se trouve dans les Côtes-d'Armor, qui inaugure son monument seulement en 2005. Ah oui. Donc alors, très tardivement. Il peut y avoir beaucoup de poilus. Non, il n'y en a plus. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'injonction mémorielle qui force en quelque sorte les communes à construire leur propre monument. Finalement, ne pas avoir de monument, c'est une commune différente des autres. Et Cournon cherche à être une commune comme les autres. Et on voit à l'écran ici qu'elle a construit un monument finalement, là encore, assez sobre, avec le nom de tous les morts des guerres du XXe siècle. Et puis on termine avec deux petits ouvrages que voilà, vous nous conseillez sur le sujet. Je vais faire un peu de publicité, d'historien, je me transforme en commercial. Là, deux ouvrages très importants sur la Grande Guerre en Bretagne, Les Bretons et la Grande Guerre, donc écrit par Didier Guivarch et Yann Lagadec, publié aux presses universitaires de Rennes, une référence incontournable. Et je cite le prochain ouvrage de Yann Lagadec, Faire son deuil, construire les mémoires, qui va sortir en mai 2020 aux éditions À l'ombre des mots, très belle maison d'édition en plein développement et qui publie plein de choses intéressantes. Merci beaucoup Merci Fabien pour cette vous, chronique historique. Je vous propose qu'on aille retrouver maintenant Billy qui ne se pratique pas d'e-sport mais qui par contre est allé rencontrer une association bretonne aujourd'hui. Il nous fait découvrir le comité de Bretagne de bridge. Voilà, on l'écoute. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Alors, nous sommes ici au club. Vous nous recevez au club de Bridge Rennais, c'est ça? Oui, Bridge Club Rennais, oui. Bridge Club Rennais. Et vous êtes, vous, le président du comité donc régional du bridge en Bretagne. Voilà. Alors, on est venu découvrir le bridge ici. Expliquez-nous un petit peu, parce que moi, je vous avoue quelque chose. Je ne sais pas du tout ce que c'est que le bridge. Alors, racontez-moi un petit peu. Alors, je vais présenter brièvement peut-être le comité de Bretagne d'abord. D'accord. Donc, le comité de Bretagne regroupe environ près de 4000 joueurs. Ok. Ah oui, quand même. 4000 joueurs sur toute la Bretagne. Répartis sur toute la Bretagne, dans une petite cinquantaine de clubs. D'accord. Donc on en trouve dans toutes les villes. Vous avez un petit répertoire, je pense, avec un Facebook ou un site internet? Bien sûr, il y a un site pour le comité de Bretagne de bridge, oui. D'accord. Pas de problème. Alors, ça consiste à quoi? C'est un sport? C'est un loisir? Qu'est-ce que le bridge? C'est un sport, d'ailleurs un sport cérébral si on peut, alors qui développe énormément les facultés de logique, de raisonnement. Okay. C'est pour ça que les enfants, les collégiens sont initiés au bridge ailleurs. En Bretagne, on a une quinzaine de collèges où il y a des cours toutes les semaines. Ah oui, d'accord. Donc ça s'apprend comme du basket, comme du volley, quoi. Voilà. Et ça développe particulièrement les facultés de logique et de raisonnement, en fait. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on divise un jeu de cartes en 52 ou Voilà. Alors on a un jeu 52. D'accord. Alors ici, on a donc un étui. Okay. C'est ces étuis qui se promènent de table en table. Et on peut remarquer qu'il y a 4 poches. Tout à fait. Donc une sud, nord. Donc la table est divisée. Ah ok, d'accord, en point cardinal. Nord, sud, est, ouest. D'accord. Nord est associé à sud, est est associé à ouest. Évident. Donc on joue donc en paire contre une autre paire. D'accord. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'un tournoi de régularité. Donc les joueurs s'entraînent en fait. Okay. Donc là, ici dans ce club, on s'entraîne tous les jours, tous les matins, tous les soirs? Tous les après-midi, ici on joue tous les après-midi.
Ensuite, il y a des compétitions qui ont lieu en général le week-end. D'accord. Donc, c'est des compétitions qui commencent le samedi à 14h et qui se terminent le dimanche à 20h. Quoi, en fait. Toute la nuit comme ça, non, non. Ah oui, vous m'avez fait peur. On va dîner, on va déjeuner. Donc il y a un classement national, évidemment. Alors les meilleurs joueurs de Bretagne vont jouer au niveau de la Ligue, c'est-à-dire avec les voisins de l'Anjou. D'accord. Puis ensuite, les meilleurs des meilleurs iront jouer les finales nationales qui se tiennent en général à Paris. Quoi, en fait. Ok, ça marche. Alors, on voit aujourd'hui le bridge, pour moi, dans mon esprit, c'est plutôt un club de gens qui ont un petit peu un certain âge. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'on a aujourd'hui encore des jeunes? On espère, on entraîne des jeunes. Enfin, je vous disais tout à l'heure qu'on allait dans les collèges. D'accord. Donc il y a une quinzaine de collèges en Bretagne. Et il y a des initiateurs qui vont passer une heure par semaine pour les 6e et les 5e. Ça marche. Ces petits jeunes font un tournoi régional et les meilleurs vont jouer une finale nationale à Paris pendant tout un week-end. Ok. Alors un petit conseil, Jean-Louis, dites-nous quelles sont les qualités pour être un bon, on dit un bridger? Un bridger, oui. Alors quelles sont les qualités pour un bon bridger? Beaucoup de concentration. Concentration. De la mémoire. De la mémoire. De la logique. De la logique. Et puis voilà. Et c'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà. Concentration, mémoire, logique, et je pense que c'est pas mal pour nous. Voilà. Il va falloir se mettre au boulot, parce que moi, c'est pas trop vraiment mon domaine. Concentration, mémoire, logique, j'y suis pas du tout. La fédération a mis en place une smart box, enfin l'équivalent d'une smart box, en fait. D'accord. Ça s'appelle la FF Bridge Box. Je vais la montrer, du coup. On la montrera. Et donc, elle est destinée, ça permet de jouer en quelques minutes. D'accord. On peut apprendre à jouer avec... Voilà, il y a une règle de jeu très simplifiée, il y a un jeu de cartes, il y a également 10 cours gratuits, parce que pour apprendre, voilà. Eh bien, écoutez, les filles, je vais ramener ça en plateau à France 3 et on va apprendre à jouer au bridge. Je vais vous offrir sur la Bridge Box. Merci beaucoup, Jean-Louis. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Ah bah chiche, Billy. Allez, il y en a une qui a essayé d'apprendre, hein, Axane? Son succès. Bon. Peut-être qu'avec ce jeu, peut-être que ça pourrait marcher. Allez, on va parler de sport, toujours, mais de sport chic. Exactement. C'est la nouvelle tendance mode. C'est la nouvelle tendance. Le nom ne vous dit peut-être rien, mais je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Cette tendance, elle vient des États-Unis, qui joue sur l'association des pièces sportives avec des vêtements plus classiques. Pour obtenir un look chic, confortable et très mode, que ce soit pour une soirée, une journée bureau ou une soirée. Bah oui, cette tendance est fortement influencée par le retour en force justement des années 90 dans nos dressings. Elle inspire les plus grands noms de la modosphère pour un savant mélange de styles. Alors, de nouveaux duos improbables voient le jour. Justement, on flirte un peu avec les extrêmes. Il va falloir par exemple mixer le short cycliste avec le blazer, une petite robe. Ah ouais. Mais je trouve que c'est assez chouette. Une petite robe avec des baskets massives. Alors, aux oubliettes, le legging fluo ou le body satiné. Dommage, moi j'adorerais. Mais le look sport chic sera le plus stylé pour cet hiver. Alors, quelles sont les pièces maîtresses, Justine, d'un look sport chic? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, il va falloir jouer un peu sur l'oversize, les t-shirts oversize, les polos, les pulls un peu loose, le sweatshirt à capuche. On peut parler aussi de vestes de type blouson, une parka ou un par-dessus, une belle chemise blanche comme on peut voir à l'écran aussi, c'est assez sympa avec un pantalon plus ajusté, perfecto, une robe longue ou mini et une combinaison. Et en bas, alors en bas. Côté pantalon, on fait comment? Alors, en jean, on va plutôt choisir la coupe mom qui est très rétro, qui est assez large. Ou une coupe wide cropped inspirée des pantalons pas de def. On dirait un nom de jeu vidéo. Exactement. J'ai du mal à le dire, il faudra noter ça, bien évidemment. Ou un bon slim brut coupé franc en bas. D'accord. Plus de revers. Maintenant, on coupe dedans, on effiloche, on a un petit truc sympa. Ouais. Vous avez également le pantalon 7/8e qui va dévoiler les chevilles, justement, avec ces fameuses baskets. Ou vous avez un pantalon de jogging. Alors, pas n'importe lequel, pas celui qui traîne au fin fond de son dressing. On va essayer de le prendre ajusté avec une belle matière. Et vous avez aussi, pour les messieurs, un pantalon à pince ou un chino. C'est classe, ça. Oui. C'est plutôt sympa. Et les fameuses, sneakers, autrement appelées les dad shoes, qui règnent vraiment en maître avec les running un peu colorés. Alors, le défi, ça va être d'associer l'ensemble pour créer un look sympa, un bon look.
Exactement, mais l'avantage de cette tendance, c'est qu'elle convient à tous les styles et à toutes les morphologies. La règle d'or, c'est juste de conserver quelque chose d'assez ajusté, puisque comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est un peu oversize, c'est un peu loose, donc il va falloir toujours essayer de récupérer quelque chose de plus ajusté pour ne pas tomber dans la combo jogging, sweat et puis voilà, casquette et le truc bien large. Donc on essaye de restructurer un petit peu tout ça, et puis on peut associer par exemple un costume avec une paire de baskets, c'est très élégant je trouve, ou pourquoi pas un sweat d'université avec une petite robe, une petite jupe en cuir. Voilà, il faut juste trouver le bon équilibre. D'accord. On peut porter des accessoires avec tout ça ? Ah oui, au contraire, porter des accessoires, exactement. Et ça, on va les accumuler comme sur la photo pour ce petit côté kitsch assumé, ou voilà, alors en termes de bracelet, mais ça peut être aussi un sac. Oui, mais c'est bien, tu assumes le côté kitsch. Ça peut être aussi un sac chic à bandoulière ou la fameuse banane. Alors bon, moi là ça me parle moins la banane, mais c'est une tendance qui est bien présente. Fabien est traumatisé. Non, la banane, c'est vrai. Oui, ça revient. Exactement. Alors, il y en a des sympas, mais c'est vrai que là, on est vraiment sur un côté un petit peu sport. Pour féminiser le tout, on va jouer un peu sur le maquillage. Et il y a un petit truc qui est sympa, on le voit sur la jeune femme, c'est les chaussettes. Chaussettes colorées, à paillettes ou à motifs. Voilà, c'est le petit truc en plus. Et sinon, pour ces messieurs, c'est casquette et bonnet. Bonnet, ça me va. En même temps, c'est l'hiver, bien là. C'est vrai. Une dernière astuce, Justine ? Oui, une dernière astuce. Pour un effet encore plus chic, on va jouer sur le monochrome avec un camailleux de noir, de blanc, de gris. Voilà, il faut juste éviter les couleurs criardes avec trop de motifs et c'est très élégant. D'accord. Donc le legging fluo, on oublie. Aux oubliettes, d'accord. Quand la mode emprunte les codes du sport, le mélange des styles, on voit, est quand même assez détonnant, mais ça peut être très chouette. Et ça peut être très sympa. De ceinturer un petit peu, Voilà, d'ajuster. Mais c'est hyper confortable, donc. Ça doit être confortable pour jouer aux jeux vidéo, je suis sûre. Voilà. Bien joué comme jogging. Voilà, le jogging est plutôt sympa. Allez, puisqu'on parle de sport aujourd'hui, Karl, vous allez nous parler. Alors là, c'est incroyable quand on a vu ça, on s'est dit des effets du sport sur la philosophie. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? Et en particulier sur la philosophie stoïcienne. Et un philosophe stoïcien en particulier, c'était Sénèque. Alors, effectivement, on se peut dire, mais quel est le rapport exactement ? Alors, il faut bien se représenter que dans l'Antiquité, la philosophie est évidemment très présente, surtout dans l'Antiquité grecque. Il faut se représenter quand même une époque obscure, un peu sombre, un peu lamentable, dans laquelle les philosophes avaient plus d'influence, plus de médiatisation que, par exemple, dans nos sociétés actuelles, les ch'tis à Ibiza ou Cyril Hanouna. C'est quand même horrible, une époque comme ça. Enfin, franchement, on n'aimerait pas du tout y vivre. Et dans tous ces mouvements philosophiques qui fleurissaient à l'époque tragique des Grecs, comme disait Nietzsche, il y avait le platonisme, il y avait l'épicurisme, il y avait le scepticisme, il y avait le cynisme. Eh bien, il y a une philosophie qui retenait l'attention et qui, encore aujourd'hui, est extrêmement à la mode, extrêmement tendance. Si je vous dis stoïcisme, forcément, ça fait tilt. Vous vous dites, le stoïcisme, c'est la paix de l'esprit. Mais on ne connaît pas tellement les tenants et les aboutissants du stoïcisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, les grands philosophes stoïciens, c'est Épictète, c'est Marc Aurèle, c'est Sénèque, c'est Cicéron. Et ce sont des gens qui tenaient pour acquis que, en fait, notre univers tout entier est un tout cohérent, un petit peu comme un gigantesque organisme. Et donc, dans ce gigantesque organisme, chacun d'entre nous, chacune des petites personnes que nous sommes autour de cette table, nous sommes une partie de ce grand organisme, d'accord ? Donc, en fait, ça veut dire que tout ce qui nous arrive a un sens. Imaginez par exemple si votre estomac disait c'est marrant, 2-3 fois par jour il y a des trucs qui me tombent dessus et je suis obligé de les broyer, mais d'où ça vient ? Comment ça se fait ? Eh bien chaque fois qu'une tuile vous arrive, chaque fois qu'un événement bon ou mauvais vous arrive, eh bien vous êtes un peu comme notre estomac qui se dit mais pourquoi ça me tombe dessus ? Vous avez remarqué que quand il vous arrive un sale truc dans la journée, vous vous dites mais pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Et j'ai violé une sépulture égyptienne récemment, qu'est-ce qui se passe ? Enfin c'est bizarre. Non, Alexandre elle dit mais pourquoi je dois jouer au bridge ? Jouer au bridge, pourquoi est-ce que je suis obligé de faire ça ? En fait, le stoïcien vous répondra non, tout ce qui vous arrive a un sens, le sens de cet univers conçu comme un organisme. Donc le stoïcisme nous dit restons zen, restons maîtres de nos émotions, puisque de toute façon, nous ne pouvons pas éviter notre destin, nous ne pouvons pas éviter ce qui nous détermine. Tout comme l'estomac qui se plaint de recevoir des trucs sur la tronche, nous recevons des trucs sur la tronche, mais c'est pas que nous l'avons cherché, mais c'est le sens de l'univers. Donc même si ça nous dépasse, eh bien, il faut arriver à ce qu'on appelle l'apatheia, c'est-à-dire en français l'apathie, non pas Jean-Michel, mais l'apathie, c'est l'absence totale d'émotions excessives. Si vous n'éprouvez plus d'émotions excessives, si vous prenez assez de distance
distance par rapport à ce qui vous arrive et que vous vous dites « je ne comprends pas très bien ce qui m'arrive, mais ça arrive forcément pour une bonne raison », eh bien, je vais prendre du recul, de la distance, je vais voir que je n'ai pas à avoir d'émotions excessives et du coup, je vais trouver le bonheur dans l'apathie, le fait de ne plus éprouver ni haine, ni jalousie, ni sensation désagréable. Bon, alors c'est bien joli tout ça, Karl, mais alors du coup, je vois toujours pas le rapport entre la salle de sport et la philosophie. Mais oui, qu'est-ce qui se passe avec cette salle de sport ? Eh bien, figurez-vous que vers l'époque de Jésus-Christ, il y a un grand philosophe stoïcien qui s'appelle Sénèque. C'est un monsieur qui va écrire tout au long de sa vie des lettres à un correspondant. Alors, Sénèque, son petit nom, c'était Lucien. Il s'appelait Lucius, donc en français, c'est Lucien. On parle beaucoup de Sénèque, mais on ne sait pas qu'il s'appelait Lucien. Et tout au long de sa vie, il va écrire des lettres à un mystérieux correspondant qui s'appelle Lucilius, donc en français Lucky Luke, j'imagine. Blague. Et ces lettres à Lucilius ont été retrouvées, ont été conservées. Et aujourd'hui, on sait que dans ces lettres à Lucilius, Sénèque raconte qu'il habite au-dessus d'une salle de sport. C'est-à-dire qu'il est dans un appartement à Rome qui est au-dessus d'une salle de sport. Et une salle de sport, à l'époque, c'est pas de tout repos. On entend les coachs qui beuglent sur leur séide à longueur de journée. Ils sont en toge, non ? Ils sont en toge. Alors, il y a le sauna, ça braille, ça gueule là-dedans. On a aussi les émanations de sudation excessive des athlètes qui sont en train de s'entraîner. Bref, Sénèque est dans la puanteur de la sueur, dans les cris, etc. Mais Sénèque dit « Je ne déménagerai pour aucune raison. Parce que, justement, je me mets à l'épreuve. Avec ce côté désagréable de cette salle de sport, j'ai du mal à travailler. Mais justement, en tant que stoïcien, j'essaye de prendre assez de recul. Et si je suis un brillant philosophe, c'est en partie à cause de cette salle de sport qui est en dessous de chez moi et qui me gonfle à longueur de journée. Mais Sénèque dit, jamais je n'irai dans cette salle de sport descendre pour leur faire bouffer leur serviette éponge à ces crétins-là. Et c'est pour ça que Sénèque se venge malgré tout un petit peu dans une de ses lettres à Lucilius, puisqu'il se met à parler du sport. Et voilà ce qu'il dit exactement sur le sport, et en particulier sur la musculation. On sent qu'il se venge un petit peu, puisqu'il dit, il faut prendre soin principalement de la santé de l'âme. La santé du corps est très secondaire. Il est sot, en effet, mon cher Lucilius, et très peu recommandable pour un homme cultivé de s'occuper à faire de la musculation, à s'élargir la nuque et à se fortifier les pectoraux. Quand tu auras eu la chance de grossir et que tes muscles auront gonflé, même là, tu n'égaleras jamais la force d'un gros bœuf bien gras. Donc pour lui, un sportif, ce n'est rien d'autre qu'un mec qui veut ressembler à un gros bœuf bien gras. On voit un petit peu le mépris de Sénèque pour les sportifs, mais merci malgré tout à cette salle de sport pénible d'avoir favorisé la philosophie stoïcienne zen cool de Sénèque. Parce que c'est comme ça qu'on apprend à rester stoïque, en supportant des choses insupportables. En s'affrontant au pire. En éprouvant notre calme. Très bien. Voilà. Très bien dit, bravo Laurence. De rien. Où est-ce qu'on arrive à rester calme quand on joue aux jeux vidéo ? Oui, quand même. Parce que quand on voit la rapidité, c'est surtout après que c'est compliqué de contrôler, après une partie. Pendant la partie, on est tellement concentré qu'on est dedans, on ne fait pas forcément attention au monde extérieur, mais les émotions viennent souvent après. Que ça soit, oui, on a réussi ce niveau, c'est la 40e fois que je m'y reprends et c'est compliqué, ou justement, non, en fait, c'est la 39e fois que j'y arrive pas, et là, on arrive à s'énerver. Bon, écoutez, on vous souhaite bonne chance pour la suite, Alexandre, pour toutes les compétitions à venir, s'il y en a. Merci beaucoup à tous. C'est fini pour aujourd'hui déjà. On se retrouve demain à 10h45. Nous nous pencherons notamment sur la chirurgie esthétique. Et oui, dans quelques instants, retrouvez votre série Itinéraire Bretagne avec une immersion à Carhaix, proposée par Isabelle Rettig. Puis à midi, ce sera l'heure de votre journal régional. Excellente journée sur France 3 Bretagne. À demain, Kenavo, et apprenons à rester stoïque.